Bonsoir mes semblables, bonsoir la famille, bonsoir les frères et sœurs. Bienvenue pour ce nouveau podcast qui éveille la conscience, le podcast que vous saviez, j'ai mis en place pour vraiment vous donner des outils qui vont vous permettre de comprendre qui vous êtes, d'accepter qui vous êtes et aussi grâce à mes invités que j'invite ici, avec leurs exemples, avec leur parcours, ils viendront vous donner une certaine forme d'assurance qui vous permettront aussi à vous de suivre ce parcours spirituel qui est pour moi est un chemin merveilleux qui nous permet d'aller vers l'illumination, l'ascension, vers tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous allons accueillir une invitée assez spéciale. Donc, elle s'appelle Laure Etemé. Et voilà, elle va nous donner son parcours. Et puis, elle va nous dire comment est-ce qu'elle a fait pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je vous laisse présenter. Je vous présente Laure Etemé. Bonsoir, alors, comment allez-vous? Bonsoir Georges, je vais très bien et merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de vous rejoindre sur ce podcast. Merci. Bah, c'est aussi un honneur pour moi. Donc, ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans. Et si j'ai tenu à vous interviewer aujourd'hui dans ce podcast parce que j'ai remarqué que votre parcours est assez impressionnant. Et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on partage ça avec les auditeurs pour que ça soit une source d'inspiration. Alors, je vais poser la question que je pose à tous les invités. Qui est Laurie ou Laure Etemé? Bon, dans l'état civil, c'est Laure Etemé, mais je préfère Laurie, ça fait plus convivial, ça fait plus proche, quoi. Laure Etemé est une jeune africaine d'origine camerounaise. De formation, je suis médecin généraliste et j'ai immigré aux États-Unis, ça fait à peu près 8 ans. Voilà. Et je suis une mère, je suis une épouse aussi, précisément une épouse de militaire. Donc, c'est pour déjà mettre en avant le côté instabilité, changement, mouvement tout le temps. Voilà. D'accord. Donc, là que votre parcours honnête, donc, est-ce que vous exercez toujours en tant que médecin ou bien vous avez changé de branche ou bien vous avez migré vers quelque chose? Parce que quand j'ai parcouru votre page Facebook, que je mettrai le lien et je mettrai le lien, j'ai vu que vous parlez beaucoup de spiritualité, de médecine holistique. Je voulais savoir si vous exercez toujours en tant que médecin conventionnel. Allô? Ben, on a perdu notre docteur. J'espère qu'elle va revenir. On a eu un bug. J'ai eu beaucoup de coups de la vie, beaucoup de situations qui sont survenues et qui m'ont... En fait, c'était un peu comme d'entrer dans mon éveil spirituel. C'est un peu, Et, c'est un peu bugué. Hein. ok, je disais que, étant médecin généraliste en arrivant ici, j'ai eu à traverser des moments très, très difficiles. Mon objectif en venant, en immigrant, c'était de poursuivre en tant que spécialiste dans la médecine conventionnelle. Et en cours de route, dans ce processus-là, j'ai également vécu beaucoup de chamboulements, de reversements, comment dire, renversements de situations qui m'ont poussé à l'éveil spirituel. Et dans ma quête d'éveil spirituel, je cherchais à comprendre qui je suis, comprendre qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce que je n'avais pas et qui a peut-être joué à mon désavantage dans mon processus d'immigration. Je suis tombée j'ai reçu comme ça un matin le mot médecine holistique. Sincèrement, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Donc, c'est comme quelque chose qui m'a parlé. J'ai suivi médecine holistique. Pourquoi? Parce que la motivation même à la base de faire médecine pour moi, c'était de pouvoir éviter à des personnes dans ma famille de tomber dans des situations graves de maladie
où on a un peu presque les mains liées. Parce que j'ai vécu ce phénomène-là avec plein de membres, surtout du côté de mon papa. Ils sont partis presque dans les mêmes schémas et tout. Et du coup, quand moi j'entrais en école de médecine, je me disais plus jamais ça. Mais je me suis rendu compte qu'une fois avoir terminé, j'ai encore 2, 3 parents qui sont partis de la même façon. Et je me suis dit, bah attends, je suis déjà dans mes dessins. Et puis, ils réussissent encore à partir comme ça, là, sous mes yeux. Je me sens impuissante. On découvre le tas de maladies avancées. On ne peut plus faire grand-chose. Et je vous assure, c'était le même schéma que celui par lequel mon papa est parti. Et tout ça a contribué parce que je me suis dit, mais j'essaie d'avancer dans le système ici. Je rencontre toutes ces difficultés. Entre-temps, les membres de ma famille continuent de partir. Mais à quel niveau je suis utile? Et c'est comme ça que je reçois le message médecine holistique. Et je tombe d'abord sur des contenus de spiritualité orientale particulièrement, parce que j'avais commencé le développement personnel quelques années avant. Mais dans le développement personnel, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je n'arrivais pas à assumer, bien que on me considérait déjà comme un coach, je formais, mais je ne me sentais pas à l'aise d'assumer cette casquette de coach. Je me sentais insuffisante. Et quand j'ai eu le message médecine holistique, j'ai commencé à chercher tout ce qui est loi spirituelle et tout, et tout, et tout. Je suis d'abord tombée sur des contenus comme Deepak Chopra, comme Wendai. Et puis je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'Africains qui parlent de spiritualité et tout ça là. Je me disais, j'ai besoin de m'identifier à des personnes qui vont me tenir la main, même si ce n'est pas le coaching physique. Au moins, même par leurs écrits et tout ça, je peux apprendre parce que le développement personnel m'avait déjà appris à se trouver des mentors à travers les auteurs. Donc, cette méthode-là, je l'avais déjà. Et puis, vous savez, l'algorithme des réseaux sociaux, c'est tellement puissant. Franchement, c'est un bijou. Dès que tu commences à t'intéresser à un truc, les contenus qui viennent par la suite sont reliés à ce que tu as commencé à rechercher. Donc, j'ai commencé à avoir des contenus d'abord sur le kémétisme. Après, au fur et à mesure, je me disais, bon, ok, je comprends que je me sentais pas encore totalement, je n'avais pas encore la réponse complète. Et puis, un matin, je suis tombée sur mon mentor ici, là, Georges Parfait Monté. Et puis, je dis, mais ça, c'est mon frère. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'entendre. Première fois que je vois un Africain, un Camerounais particulièrement, parler de ces choses-là, je dis waouh, waouh, waouh. Et puis, il venait de lancer un programme gratuit, hein. Ça aussi, ça m'a tellement marqué. Un programme gratuit où il nous faisait un challenge de 21 jours pour améliorer notre relation à l'argent. Je dis mince. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un Africain qui donne un truc gratuitement comme ça. Et puis, il y a un jour, dans le cheminement, où il disait, vous pouvez faire un acte de gratitude et tout, et tout. Je me suis dit, mais je vais même faire l'acte de gratitude à qui? C'est même pas à lui-même qui est en train de donner quelque chose gratuitement. Et le niveau d'enseignement que je recevais, c'est comme ça que je le contacte. Je lui dis, bon, je me présente, j'aimerais faire un don pour vous dire merci. Et c'est là que notre aventure a commencé. Et nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je me souviens de ce programme-là et c'était un programme que j'avais voulu mettre en place pour inciter les gens à comprendre la notion d'argent parce que il le fallait. Bon, je voulais savoir, parce qu'il faut expliquer un peu à mes abonnés, à mes internautes, quand tu dis que tu reçois une voix médecine holistique, parfois, on a cette voie-là, on a ce truc-là, mais on n'arrive pas à suivre cette voie. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné la conviction que c'était vraiment, vraiment, si je peux dire, un appel pour toi? C'était un appel pour toi. Et ça, c'est la première question. Une autre question, pour toi, d'où vient cette voix et tu penses que qui te transmet cette voix? D'accord. Bon, par rapport à la première question, comme réponse, je dirais que j'ai toujours été quelqu'un de très intuitive. Et beaucoup de situations, même d'échecs que j'ai traversés, c'est parce que je ne m'étais pas écoutée ou alors parce que j'avais voulu taire cette voix et suivre ce que d'autres personnes me conseillaient de faire.
vraiment, je peux dire la majorité des échecs que j'ai connus, surtout ici, là, dans mon immigration, c'était vraiment lié au fait que je ne me faisais pas confiance. J'avais toujours cet instinct-là qui me dit, mais il y avait aussi ce manque de confiance en soi. Ou tu es immigré, ou tu es dans un pays où on parle anglais, ton anglais n'est pas encore fluent et tout et tout. Donc, tu manques de confiance en toi. Et du coup, tu te dis que ce que l'autre te dit automatiquement, même si tu ne sens pas la chose, tu te dis, je vais suivre parce que c'est l'autre qui me dit. Comme si ce que autrui te recommande est une garantie. Il faut savoir que les autres nous donnent aussi des conseils selon leur image, leur filtre, selon même leurs expériences et surtout selon leurs peurs, leurs appréhensions. Ouais. Leurs peurs et leurs appréhensions. Donc, cette voix, elle a toujours été avec moi. Mais comme j'avais déjà commencé avec le développement personnel et du coup, je méditais déjà quand même un peu, je comprenais déjà un peu c'est quoi l'intuition et tout. Étant médecin déjà, je suis un des médecins qui avait sur le plan psychologique, là, franchement, on me disait, si tu dois te spécialiser un jour, tu dois être psychologue parce que ta façon de prendre en charge le patient, là, c'est waouh, waouh. Ouais. Je n'aimais pas trop prescrire les comprimés à mes patients. Quand je dis je n'aimais pas, je parle de ma pratique en Afrique avant de venir ici aux États-Unis. Ouais, c'est ça. J'aimais pas trop prescrire les médicaments, pas parce que je ne croyais pas aux médicaments, mais parce que j'étais consciente du fait qu'il y a une première part de guérison qui vient d'abord par l'écoute et par cette interrogation profonde que tu mènes avec ton patient pour que lui-même il essaye de voir à quel niveau peut-être il a manqué de ci, ça. Donc ça, c'est cette voie-là qui a toujours été là. Et comme je dis, je méditais déjà. Du coup, j'ai toujours eu un peu comme ce qu'on appelle la clairaudience, c'est-à-dire avoir comme tu entends des choses, tu ne sais pas d'où ça te vient, oui. Et même dans la famille, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis petite, mais je n'avais pas encore mis de mots dessus vu que je n'étais pas encore dans la spiritualité. Voilà. Donc, c'est ça la réponse pour la première question. Pour la deuxième question, si vous pouvez me rappeler ça, c'est... Ouais. La deuxième question, je crois que je demandais et d'où vient cette voix? Vous pensez que tu penses, bon, si tu croyais que c'est quelque chose qui t'est transmis, ou bien tu te dis, ouais, voilà, c'est un fort ressenti à l'intérieur. Et comment savoir véritablement que cette intuition-là, cette voix, ce message que tu reçois est vraiment quelque chose, est comme un appel. OK. Cette voix, elle est d'abord une part de moi, une part de chacun de nous. Voilà. Chacun a toujours, comme on dit vulgairement, mon sixième sens m'a dit et tout. On a tous ça, mais on n'est pas tous sensibles à l'entendre d'abord de un et en plus de l'écouter. Ouais. Donc, quand tu as commencé un travail sur toi où tu es rentré à l'intérieur de toi, tu te connectes à ton monde intérieur, à toi, ce qui se passe dans toi, ça fait que cette voix devient encore plus résonante et plus moi, personnellement, j'ai avancé dans mes exercices et tout, j'arrive même aussi à savoir est-ce que ce que j'entends là, ça vient de moi? Est-ce que ça vient peut-être d'une, comment on dit, d'une énergie, une force supérieure à moi? Quand je parle déjà d'énergie force supérieure, tout dépend de notre obédience. Les religieux ou les chrétiens vont vous dire mon ange gardien, telle sœur à qui j'ai une dévotion m'a parlé. Mais ces entités divines supérieures-là, ou même inférieures, quand je parle de supérieur, c'est selon leur niveau vibratoire et tout, tu peux ressentir d'où ça te vient en fait. Et non seulement ça, il y a également les ressentis à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui te comprime ou tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'étend, qui te relaxe? Là, tu arrives à bien faire. Moi, ce sont des petites choses comme ça là, qui m'ont rapidement aidé à savoir, non, ça, c'est ça. Ça, la voix, ça vient de moi. Et cette voix qui vient de toi, très souvent, tu n'arrives pas à l'instant T, tu n'arrives pas à expliquer le pourquoi de ce que cette voix te dit. Mais tu sens une conviction Que tu dois profonde que c'est ça en fait. Et c'est devant que tu te dis, ah,
Ah, ok. Donc, c'était pour ça. Et plus tu travailles, même quand cette voix te passe, tu commences à avoir souvent des effets de déjà vu. Tu as l'impression que tu as déjà vécu ça. Mhm. Oui. Donc, voilà des éléments, voilà un peu des exemples que je peux donner pour dire comment est-ce que je fais pour savoir si cette voix vient de moi, vient de l'extérieur. Bon, pour ceux qui sont connectés à leurs ancêtres aussi, vont dire, OK, ma grand-mère m'a dit, tout dépend de la connexion divine avec laquelle on travaille, en fait. Oui. Oui, je veux un peu juste seulement rajouter sur l'instruction, on peut un peu causer dessus, parce que je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à exprimer qui ils sont, ou bien ne suivent pas un pas, ou bien prennent des choix qui sont opposés à cette petite voix intérieure-là, qui, selon moi, je crois que c'est l'âme qui nous guide à travers des forces avec lesquelles nous sommes connectés. Et est-ce que toi, tu peux donner quelques pistes pour que les auditeurs qui te suivent puissent savoir si vraiment ils ont ce ressenti intérieur, si c'est vraiment la voix de l'âme, l'intuition, parce qu'on peut aussi avoir aussi le mental. Et mental, tout à fait. Il va aussi nous parler. Donc, est-ce que toi, tu peux donner quelques pistes ou bien quelques ressentis intérieurs, ou bien quelques conditions qui nous disent, OK, ça, ce message que j'ai entendu, comme toi, tu l'as entendu, ça, c'est mon âme qui me parle, ça, c'est l'intuition, et je dois suivre cette voie. Oui. Merci beaucoup pour cette question. Déjà, pour moi, la voix du mental, c'est cette voix qui veut toujours nous raisonner, qui veut toujours nous expliquer le pourquoi du comment, qui veut toujours nous mettre un peu comme... Bon, c'est pas de voir le mental en négatif, c'est juste que c'est un peu comme une protection. Ils pensent qu'ils nous protègent en nous suggérant un certain nombre de choses. Certaines fois, si on a des peurs, le mental s'accroche à ces peurs pour renforcer encore le sentiment de attention, il ne faut pas faire ceci parce que tu te souviens, parce que tu vois. Donc, ça, c'est le mental. Et maintenant, pour pouvoir se connecter à son âme, donc à la voix de son âme, qui est notre intuition, en fait, c'est vraiment de savoir comment apaiser. Je ne vais pas dire taire son mental, parce que quand on va en mode je vais taire mon mental, c'est comme si tu vas en conflit avec ton mental. Et n'oublie que ton mental, c'est une part de toi, parce que nous sommes des êtres tripartites d'abord. On a notre mental qui est notre intellect, qui est le domaine de la pensée, de la raison. On a notre âme, qui est l'émotionnel, le cœur, les ressentis, tout ça. Et on a maintenant notre personne physique qui expérimente, qui est dans l'action, qui est dans le plan matériel. Donc, pour que je puisse mieux écouter mon intuition dans la voix de mon âme, qui est cette part divine en moi, qui est un peu comme ce programme qui contient tout ce qui me concerne du passé, du présent, du futur, il faut que je puisse apaiser mon mental. Notre mental est souvent très agité de par le paradigme dans lequel on vit, de par la société dans laquelle on évolue, de par les croyances qu'on a acquises ou qu'on nous a transmises. Bref, il y a tout un programme qui va avec. Et il faut apprendre à pouvoir se détacher de son mental. Ça veut dire que je vais être à même de m'asseoir avec moi-même et puis remettre un certain nombre de choses en question et vraiment réfléchir en sortant de tous ces acquis-là, de façon raisonnable, là, à l'instant et à l'étape où je suis dans ma vie, là. Cette croyance, cette façon de voir les choses, cette façon de se dire que, comme par exemple, aujourd'hui, je causais avec une amie, et elle écrivait dans son post que pour avoir la stabilité financière, sachez que si tu n'arrives pas à être discipliné dans un travail, tu ne peux jamais réussir. Disons que les personnes les plus stables financièrement sont des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises. Et je suis allée nuancer cette publication de cette amie-là et puis on est tombé d'accord. Donc, juste pour dire que il faut pouvoir apaiser son mental, sortir de cette déconstruire en fait. C'est une déconstruction qu'il faut faire pour maintenant aller sur le plan de ta réalité là maintenant. Avec toute l'expérience que tu t'es cogné la tête, tu as pensé si depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu as toujours pensé comme ça là. Mais depuis là, ça ne marche pas. Mais tu es fatigué en fait, tu veux sortir de ça. Ouais. Si tu veux sortir de ça, il faut que tu changes le schéma de pensée que tu utilises depuis. Et c'est quand tu commences à le changer que ton mental s'apaise, ça vient avec la guérison d'un certain nombre de choses. Et là, tu peux maintenant mieux
être à l'écoute de ton âme, de ton intuition. Il y a également des exercices comme la méditation, le fait de se reconnecter à la nature, le fait de lire même aussi, mais de lire dans le but de se transformer, pas de lire pour emmagasiner l'information, mais lire dans le but de remettre en question un certain nombre de choses. Comme j'aime dire, lire pour apprendre, désapprendre et réapprendre. Ah ouais. Il y a des éléments qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Il y a tellement de techniques, mais seulement ces deux-là déjà, pour quelqu'un qui commence, s'il essaye avec ces deux-là déjà, ça va beaucoup l'aider. Oui, j'aime bien l'expression apprendre, désapprendre et réapprendre parce que nous sommes des êtres humains reconditionnés et voilà, il est temps pour nous aussi de découvrir. On fonctionne, moi je pense qu'on fonctionne un peu comme des ordinateurs. Je ne sais pas si c'est son cas. Et on est une unité centrale avec des programmes qui sont inscrits à l'intérieur. Et à un moment donné, il faut effacer les anciens programmes obsolètes qui dénaturalisent. Et des nouveaux programmes que nous allons installer vont nous permettre d'être nous. Donc voilà, je voulais on aborde un peu l'aspect médecine holistique, puisque je pense que c'est ce dont vous êtes doué, parce que je suppose que quand on parle de médecine holistique, ça fait référence aux dons, c'est ça? Oui, oui, Aux dons. Alors que conventionnel, c'est quelque chose que vous avez appris. que j'apprends. Oui, ouais, d'accord. Donc, médecine holistique, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous faites dans la médecine holistique? Si on peut avoir une idée. La médecine, de façon générale, c'est le fait de pouvoir apporter un mieux-être. Si on prend même la définition de la santé selon l'OMS, on parle de bien-être physique, mental, émotionnel, bref, tout ce que vous savez là. Mais seulement la médecine conventionnelle ne couvre pas forcément ces différents aspects du bien-être. Et à un moment donné, on comprend qu'on a besoin d'une médecine plus intégrée. Ici, on parle de integrative medicine. On a besoin d'une médecine qui intègre tous ces aspects-là. Et c'est dans ça qu'on va retrouver la médecine holistique. Donc, pour moi, par exemple, médecine holistique aujourd'hui, pour moi, je vais être terre à terre pour que monsieur Lambda comprenne ce que je veux dire. Un médecin de médecine conventionnelle qui parle de médecine holistique aujourd'hui, c'est quoi? Parce que ce débat, je l'ai tout le temps avec mes confrères médecins. Mais toi, ça te sort d'où? Médecine holistique, tout simplement, c'est le fait qu'un patient va venir maintenant me voir. Il a son problème d'hypertension, de diabète qui est là. Ce problème, quand je fais ces examens cliniques ou paracliniques là, je peux savoir que son hémoglobine glycée est comme ça, voilà. Mais je ne vais plus me contenter seulement de lui donner un médicament, de le mettre sur un régime, sans tenir compte de comment ça se passe au niveau émotionnel. Comment ça se passe au niveau mental pour lui? Parce que pour que ce traitement-là même puisse réellement tenir, il faut que le patient soit compliant. Compliant, ça veut dire qu'il adhère à son traitement. Mais pour que le patient soit compliant, certaines fois, il faut rentrer dans son mental, dans son émotionnel, pour aller voir les problèmes qu'il a essayé de... Et il y a des études qui ont été faites où on t'explique clairement quelle peut être l'origine sur le plan émotionnel de telle maladie. Et ce n'est pas une émotion, c'est pas parce que l'émotion apparaît une fois que la personne devient malade. C'est une récurrence, c'est le fait de rester longtemps dans un type d'émotion, dans un type de schéma mentaux. Et en fait, voyons maintenant la maladie comme de l'énergie qui s'est transformée et qui est devenue un problème physique. On va dire, tu as une prostate hypertrophiée. Avant que ça n'arrive à ça, il y a eu de l'énergie qui a été utilisée peut-être sur le plan mental, qui a peut-être utilisée sur le plan émotionnel, mais dans des vibrations qui ne sont pas adéquates pour le fonctionnement de cet organe-là. Et quand cette énergie, tu restes dans ces émotions longtemps, ça finit par se cristalliser. Et vu que cette énergie n'est pas censée être mobilisée comme ça à cet endroit-là, plus ça reste longtemps, plus ça va finir par se montrer sur le plan physique, voilà. Et ça, c'est démontré, c'est pas moi qui viens l'inventer. Toute personne qui veut comprendre davantage, j'encourage les gens à s'intéresser à tout ce qui est médecine énergétique même déjà, parce que ça, ce sont des spécialités qui existent
Ce sont des pesticides qui existent, mais qui étaient encore jusqu'ici utilisés juste dans le domaine de l'imagerie. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, il faut que même le médecin généraliste puisse se mettre à l'école. Moi, je vous assure, d'ici 5 ans, ou trop 10 ans, 5 ans, parce que ça va tellement vite. D'ici 5 ans, les universités, les programmes de médecine qui vont se respecter vont initier des enseignements en lien avec l'énergétique, le quantique. Ouais. Je me souviens, pendant que moi je me formais, on a eu une fois une enseignante qui est arrivée et qui nous parlait d'élixir floraux. Toute ma promotion, les gens étaient là, qu'est-ce que vous nous amenez où là? Mais je vous assure que moi j'étais parmi les rares personnes qui avaient été passionnées par le cours. Je ne sais pas pourquoi, du moins je ne savais pas pourquoi, mais avec la découverte de qui je suis, je comprends pourquoi j'avais été captée par cet enseignement-là. Donc, pour moi, c'est ça la médecine holistique. Et on a besoin aujourd'hui de pouvoir prendre le patient dans cette globalité. On ne demande pas à tous les médecins conventionnels de repartir à une école, mais on leur demande eux-mêmes déjà en consultant leurs patients d'avoir cette ouverture d'esprit. En fait, s'ils ne se rééduquent pas, les patients ne seront pas rééduqués, ça sera compliqué. Ou alors les patients eux-mêmes vont finir par découvrir. Ici aux États-Unis, il y a des personnes qui vont suivre son traitement normalement à l'hôpital. Après, te disent que non, je dois aller à la médecine, à la clinique intégrative là-bas parce que j'ai mes thérapies de ceci, cela. Ils concilient les deux et on voit que les résultats sont vraiment impressionnants. Oui. Et toujours, je vais aller dans la même lancée. Comme tu disais tout à l'heure, que on va même pas attendre 5-10 ans. Et je tiens déjà à informer qu'il y a certains hôpitaux, voilà, qui en Allemagne. Donc, c'est en Allemagne. J'ai vu un reportage sur Arte, la chaîne Arte, la célèbre chaîne, qui disait qu'il y avait certains hôpitaux où parfois on faisait appel aux coupeurs de feu. Oui. C'est un peu ceux qui ont du magnétisme dans les mains, ils vont essayer de calmer une douleur. Et on faisait aussi appel aux maîtres Reiki, ceux qui maîtrisaient le Reiki. Donc, je vais rappeler que le Reiki, c'est une sorte d'énergie universelle. On canalise une énergie pour pouvoir apporter un bien-être à une personne. Et j'aime bien le reportage et on faisait appel à ces êtres-là pour pouvoir essayer de combiner cette médecine-là avec la médecine conventionnelle. Et déjà, dans certains hôpitaux aussi, j'ai vu qu'on commençait déjà aussi à pratiquer l'hypnose quantique et exercice pour endormir le patient afin de pouvoir faire une opération. Donc, je pense que comme tu as dit, 5 ou 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est en train de se rapprocher vraiment et on peut pas, voilà, on peut pas fonctionner dans ça. Donc, personnellement, je suis en train de préparer un diplôme en integrative medicine. Oui. Actuellement, je suis en train de le faire. Et un tel diplôme, en fait, ne m'empêche pas de continuer dans ma médecine conventionnelle. Oui. Ça ne m'empêche aucunement. Je vois le même exemple dans l'armée américaine. Je vous ai dit, je suis épouse de militaire. Donc, je suis très bien placée pour savoir comment les choses se passent. Au jour d'aujourd'hui, dans l'armée, ils ont des programmes où ils sont en train de complètement revoir la prise en charge des soldats et la demande devient de plus en plus énorme pour les holistic thérapistes. C'est énorme. Nous, en tant qu'épouse, même de militaires, c'est une orientation. Quand tu vas discuter avec un counselor aujourd'hui, c'est une des orientations. Dès que tu montres un intérêt à tout ce qui est spiritualité, médecine holistique, on te dit il y a la demande. Parce que les soldats sont toujours atteints mentalement, ils sont permanemment sous stress. On a, les suicides tout le temps. Parce qu'ils ont compris qu'il faut une prise en charge globale du patient. C'est très important. Énergétique et spirituelle. Bah, dans tous les cas, c'est une bonne chose. Du coup, sur votre page, qu'est-ce que vous parlez sur votre page? Qu'est-ce que vous partagez? Et si possible, on va d'abord parler sur l'aspect page et après on verra ensuite. Ok. Ma page, déjà, comme on peut le voir, est intitulée Restauration psychospirituelle.
Pourquoi restauration psycho-spirituelle? Parce que moi, dans la découverte de qui je suis, des énergies avec lesquelles je fonctionne le mieux, de ma mission de vie, ce à quoi je me reconnais être appelée, je suis une personne qui a cette facilité à aider les autres à retrouver un mieux-être. Tant sur le plan psychologique, déjà avec la casquette de médecin, je le faisais déjà très aisément sans même avoir connaissance de la spiritualité, mais également sur le plan émotionnel. Émotionnel, maintenant, ça vient toucher à l'âme. Mhm. Donc, c'est vraiment ce travail d'aider les gens à être restaurés. Parce que si tu dis, je veux être la meilleure version de moi, pour que tu puisses atteindre ta meilleure version de toi, il faut que tu guérisses. Oui. Il faut que tu guérisses et il faut que tu guérisses dans tes 3 dimensions d'être. Mhm. C'est pas parce que tu n'as pas de problème de santé physique que émotionnellement tu es stable, que mentalement tu es au top. Donc, il faut amener ces gens à pouvoir trouver la voie. Et la voie individuelle, ça va d'un cas à l'autre. Il y a l'histoire familiale, il y a les blessures émotionnelles que la personne a vécues. Il y a tellement de choses qui entrent dans cette prise en charge. Et dans cette restauration, je fais des coachings et je fais également des accompagnements. La page, pour le moment, elle est beaucoup plus éducative pour susciter l'interrogation, pour amener les gens à s'ouvrir davantage, à se questionner et à découvrir un certain nombre de thématiques. Voilà. Et à côté de ça, on a des programmes de coaching, on a des accompagnements et on a également des formations qu'on peut proposer de temps à autre. OK. D'accord. Il y a une question aussi que je voulais vous poser. Euh, quand les parents parfois se disent que voilà, ils vous ont fait des études en médecine, Oui. qui se lèvent plus tard, ils se rendent compte que vous avez dévié, ou bien vous avez changé, ou bien vous avez ajouté quelque chose, comme par exemple la médecine holistique. Et je sais que beaucoup de personnes en Afrique, ceux qui sont dans l'éveil, parce que j'ai eu ce problème, vivent des situations parfois difficiles de rejet de la famille, d'incompréhension. Je voulais savoir si une telle situation est arrivée dans ta famille ou bien ils ont pris ça comme, voilà, ils se sont dit, OK, bon, si elle a fait ça, elle fait ce qu'elle veut. Et si ça a été le cas, comment est-ce que tu gères cela? Ah, ben, je pense que toute personne qui traverse l'éveil spirituel a ce baptême-là. On compte vraiment au bout des doigts les personnes qui ont traversé ou qui traversent le réveil spirituel et qui ne vivent pas ces conflits dans la famille. Si tu es chanceux, si peut-être tes parents déjà à la base, peut-être, je vais dire que ce sont nos enfants qui seront chanceux. Ouais. Parce que nous, avec notre réveil aujourd'hui, ça fait qu'on les élève même déjà avec une toute autre façon de voir les choses et de leur transmettre aussi des valeurs. Donc moi, particulièrement, quand moi j'ai commencé mon éveil, comme j'ai dit, le fait que déjà mon intégration aux États-Unis, j'ai eu pas mal de difficultés. Je suis passée partout, tellement de choses ont été dites, tellement de choses. Mais à côté de ça, je suis une personne qui, de nature, est très, très résiliente. En fait, c'est avec l'éveil spirituel que j'ai même mesuré mon niveau de résilience. C'est-à-dire que je peux vivre des propos vraiment pas gentils, du rejet à la limite, mais j'ai très rarement fonctionné avec avoir l'approbation des autres pour faire ce que C'était juste. je sens qui est bon pour moi. C'est vrai, dans ma phase de déséquilibre mental, émotionnel ici, parce que oui, j'ai déprimé. Bon, pas une dépression pour je suis allée à l'hôpital. C'est même ça qui m'a fait réaliser combien j'étais résiliente, parce que je suis pas allée, on m'a pas prescrit de comprimés. Et non, non, non. Mais je m'étais appuyée sur ma force, en fait, qui est mon foyer, mon mari, mes enfants, parce que là, je trouvais des personnes qui ne me jugeaient pas. Je trouvais des personnes qui ne me jugeaient pas, des personnes qui voyaient tout ce que je donnais, des personnes qui ont toujours gardé confiance en moi, quel que soit ce que j'ai traversé. Oui. Des personnes qui voyaient les sacrifices que j'ai eu aussi à faire dans ma vie. Parce que quittant le Cameroun, moi, j'étais déjà fonctionnaire et tout. Et quitter pour venir recommencer, tu sais même pas comment ça va se passer. Tu viens carrément dans l'inconnu, c'est pas évident.
C'est vraiment pas évident. Donc ça, je l'ai vécu. J'ai vécu les jugements, le rejet, pas beaucoup, parce que comme j'ai dit, dépendance affective, là, vraiment, je suis pas trop dans ça. J'ai jamais été vraiment dans ça. Et du coup, je pense que ça m'a aidé. Même si des personnes ont voulu me faire vivre le rejet, je pense que je m'en suis pas forcément rendu compte. Ouais, c'est ça. Donc, tout le monde passe par là, c'est vrai, mais seulement, il faut avoir une certaine force mentale et il faut savoir, au moins savoir des personnes sur qui tu peux t'appuyer. Des personnes pas seulement qui vont te passer la pommade, mais des personnes qui vont savoir te dire la vérité, même quand ça peut te faire mal, mais en te disant ces vérités, tu sens que derrière, le désir, c'est de t'aider à te sentir mieux. Et que si on te dit ces vérités, et derrière, malgré ça, toi, tu te sens plutôt appelé à telle chose, que ces personnes puissent accepter de te comprendre et non pas te juger. Se demander, est-ce que c'est vraiment ce qu'il te, comment dire, c'est vraiment cette chose que tu sens dedans de toi. Si je te dis c'est vraiment ce que je ressens, trust me, j'ai jamais déçu. Déjà, j'ai jamais été une élève qui a fait du souci à ses parents à l'école. Donc, oui, oui, il n'avait pas, tu pouvais dormir tranquille, tu sais que non, elle est entre les 5 premiers. Bref, c'était pas un souci, mes études, ça n'a jamais été un souci. Donc, du coup, le changement, c'était plus de comprendre pourquoi ce changement. Et vous savez, le paradigme religieux aussi a un grand impact parce que toi, tu parles maintenant d'éveil spirituel, de spiritualité. Tu viens d'une famille profondément religieuse. Quand je dis profondément religieuse, c'est que j'ai des religieux, j'ai des prêtres dans ma famille. J'ai un grand frère. Mon grand frère, celui que je suis directement, c'est un prêtre. Donc, vous pouvez imaginer que même pour pouvoir aisément échanger, partager ce que tu vis, tes nouvelles convictions, c'est pas évident. Moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris, en fait, c'est déjà, j'avais compris, par exemple, avec mon époux, que tout ce que j'apprenais, et je voulais qu'en même temps, il soit dans le même élan, le même engouement que moi, ça bloquait. Je me cognais toujours la tête au mur. J'ai compris que non, dans ce processus d'éveil, on n'évolue pas tous au même moment. On n'évolue même pas de la même façon. Il y a même certains qui ne vont même pas s'éveiller. Et on doit être à l'aise avec. Et on va continuer à vivre avec ces gens. On ne va pas changer sa famille. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer ce sur quoi on se sent appelé. Donc, après avoir vécu ça avec mon époux, ce que j'ai fait, c'est de me concentrer sur, par exemple, mes sœurs. Parce qu'en tant que femme, on se comprenait mieux, on avait presque les mêmes challenges. Et j'ai trouvé le moyen, comme je vous ai dit, je suis d'abord une bonne psychologue, j'ai trouvé le moyen de les amener à comprendre l'importance de s'ouvrir davantage, de se questionner parce que pour la plupart, on vivait des situations vraiment toujours un peu compliquées. Tu commences un truc, ça ne tient pas, après, des choses comme ça, là. Et on s'est dit, non, il faut que ça change. Et dans le il faut que ça change, Dieu merci, l'univers m'a aussi donné une voix qui porte. Quand je dis une voix qui porte, c'est pas une grosse voix, mais une voix qui impacte en fait. Lorsque je vais parler dans le but d'édifier, j'impacte. D'où le côté coaching qui est tellement naturel chez moi, que j'ai toujours fait même sans savoir que je coachais les gens. On s'est toujours référé à moi pour, euh, pour des situations comment on dit, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je traverse telle difficulté, tu penses que je peux m'en sortir comment? Donc, vous voyez que ce côté restauration, machin, j'ai toujours joué ce rôle-là dans mes relations, même dans la famille, même parmi mes aînés, parce que je ne suis même pas parmi les aînés chez nous. Moi, je suis parmi les derniers, comme on dit, nous sommes 8. Moi, je suis la sixième. Mais je peux vous dire que mes grandes sœurs, moi, j'étais la conseillère. Je suis même la conseillère de certaines de mes aînés. Vous voyez? Donc, c'est cette place-là qu'on m'a toujours donnée. Comme on dit souvent, spirituellement, tu peux te retrouver être l'aîné sur le plan spirituel dans ta famille sans forcément être l'aîné sur le plan physique. Oui. Et il faut pouvoir comprendre ça. Et il faut aussi avoir la chance que les tiens puissent déceler ça en toi et accepter que hey, les enseignements peuvent me venir de l'ori aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça demande beaucoup d'humilité. Donc, avec mes sœurs, ça s'est très bien passé. Bon, avec mes frères, pour le moment, c'est pas encore fluide, mais bon, si ça doit se faire et quand ça devra se faire, ça se fera. Moi,
Je suis dans le lâcher-prise totalement et je suis en totale gratitude même déjà parce que ça m'apprend également à cultiver le lâcher-prise, de respecter aussi comment l'autre se sent, voir l'espace d'autrui en fait. Ça me l'a appris parce que j'étais à la base très, très impulsive. Donc, quand ça il faut que tout le monde, ça chauffe de partout là. Pas quoi. Voilà, c'était un peu ça. Mais avec la spiritualité, j'ai appris à tempérer cette ardeur-là. Voilà. Dans tous les cas, je te remercie infiniment pour l'interview qui a été très enrichissante. J'espère que voilà, on se verra pour un thème précis pour une prochaine fois. Est-ce que tu as un message à passer? Est-ce que tu as quelque chose à transmettre aux abonnés, aux internautes ou bien à ceux qui écoutent ce podcast et ceux qui aussi hésitent, qui veulent suivre ce pas le long de leur cœur, suivre l'intuition, mais qui hésitent encore parce qu'il y a le regard des autres, il y a la peur d'exprimer qui ils sont, il y a la peur de l'inconnu. Est-ce que tu as un conseil à transmettre à ces personnes-là? Bien sûr, déjà, on est en début d'année 2025, donc déjà, comme encouragement, ce serait de demander à chacun, hein, que ce soit vos abonnés, que ce soit mes abonnés, parce que je partagerai également le lien sur ma page, hein, pour Oui, c'est ça. Ouais. découvrir également ce que vous faites en tant que consultant holistique. C'est de pouvoir résolument se choisir soi d'abord. Ce n'est pas égoïste de se choisir soi parce que il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous donner exactement ce dont on a besoin. Nos parents ont été des canaux pour nous permettre d'arriver sur la terre. Ils nous ont donné l'éducation, ils ont mis les moyens, les ressources nécessaires pour qu'on puisse être des hommes, des femmes aujourd'hui. Mais pour bâtir l'être intérieur que nous sommes, il y a notre contribution. On ne peut pas, on dit bien être intérieur. Ça veut dire que tu ne peux pas seulement compter sur ce que l'extérieur va t'apporter, sur ce que l'extérieur va décider de toi. Il faut que toi-même tu t'écoutes de l'intérieur et que tu saches je suis qui, qu'est-ce que je veux faire. Et il faut faire ce choix résolument. Il faut s'éduquer, il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux. Il faut arrêter d'être seulement dans le mouvement, le suivisme. Parce que si aujourd'hui, peut-être des influenceurs de grande envergure commencent à se lancer à fond dans la spiritualité, tout ça, peut-être plus de gens vont suivre parce que les influenceurs font. On ne devrait plus être en mode faire parce que la masse est en train de faire. Pour qu'on puisse se reconnecter à soi et voir, j'ai besoin de quoi? Je suis à quel niveau? Je veux aller où? Et pour y aller par rapport à là où je suis maintenant, là, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je fais depuis? Mais je veux un résultat différent. Il faut donc que je change la chose que je fais depuis. Comment est-ce que je pense depuis? Et je veux un résultat différent. Il faut donc que je change ma façon de penser. Comment on change sa façon de penser? Tout ça, c'est en vous posant les questions, en fait, que même l'univers, Dieu, le divin, va mettre sur votre chemin les personnes, les circonstances, les moyens, les choses qui vont vous aider à ouvrir davantage votre esprit. Moi, personnellement, dès le moment où j'ai compris que c'était la spiritualité qui me manquait, chaque étape que j'ai faite, chaque formation, chaque mentor, chaque coach avec lequel j'ai évolué jusqu'ici, venait exactement répondre à quelque chose dont j'avais besoin à cet instant. Et n'ayons pas peur, à un moment donné, tu peux avoir fini d'apprendre ce que tu as à apprendre de Laurie. Ne te sens pas gêné de devoir commencer à apprendre chez Georges ou vice-versa. Parce que chacun a quelque chose à donner. Tout le monde ne va pas être formateur, tout le monde ne va pas être coach. Mais toi, à ton niveau, dans ce que tu fais, dans l'environnement où tu es, tu as quelque chose à apporter. Ça peut être, si tu es commerçant, ça peut être peut-être de commencer à faire ton commerce différemment. Si tu es enseignant, ça va peut-être être de savoir qu'avec les enfants que tu encadres, il faut que tu commences à... Parce que ces enfants, ces âmes-là, parce que ce sont des âmes, des esprits qui passent entre tes mains, vu que tu leur transmets le savoir intellectuel, il faut peut-être aussi que tu saches déjà les aider à cultiver certaines valeurs. Par exemple, chez nous aujourd'hui, les cours de morale ont disparu. Pourtant, ce sont des choses qui, si elles étaient encore là, allaient être des, comment dire, des belles excuses, des belles aubaines pour pouvoir distiller
un certain savoir à ces personnes qui sont encore en train d'apprendre. Donc, mon message, c'est choisissons-nous nous-mêmes, n'ayons pas peur d'aller découvrir qui nous sommes. Je sais qu'on a souvent peur du regard, de se voir de l'intérieur, mais est-ce qu'on va passer toute une vie à se fuir? C'est pas possible. Il faudrait pas attendre que les situations soient dramatiques et de courir maintenant chez des ondes spirituelles et chercher les solutions micro-ondes. Ouais, solution micro-ondes, comme on sait, le micro-ondes, ça va chauffer là. Mais 3 minutes après, la nourriture là va redevenir froide. Qu'on a que tu remettes encore au micro-ondes. Oui, je comprends bien l'expression. Ok, dans tous les cas, ça a été une interview très, très bien. J'ai vraiment aimé et je te remercie infiniment pour ce que tu es. Je te remercie pour le message. Je te remercie aussi pour ta joie de vivre. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur un sujet précis parce que là, il fallait qu'on parle un peu de toi, de ton parcours et de ton chemin. Donc, je te remercie. Euh, pour finir, on va conclure. Ces invités, je vous remercie d'être là, d'écouter ce podcast, de partager et de liker. Donc, je vais mettre des informations concernant votre coach, votre mentor, ce que vous voulez, votre guérisseuse, votre médecin conventionnel, holistique, Laurie est aimé dans la description et puis vous pouvez la contacter comme vous voulez. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à lundi prochain pour un autre podcast qui éveille la conscience. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous. Merci.